Continuons à évoquer la situation au Liban avec vous, Salah Hijazi, chef adjoint du service politique à L'Orient le Jour. Vous êtes donc en direct de Beyrouth. Les frappes de l'armée israélienne s'intensifient donc sur le Liban. Vous suivez donc de près la situation dans le sud du pays. Quels sont les premiers témoignages qui vous parviennent donc de cette population jetée sur les routes? Bonjour à vous. Alors pour le moment, c'est assez intéressant parce que le pays vit un peu sur deux dynamiques différentes. On a un cessez-le-feu dans le centre du pays, mais la guerre fait rage au sud. L'annonce du président américain Donald Trump hier était celle d'un arrêt des hostilités. Or, il s'avérait qu'il s'agit plutôt vraiment d'une sorte d'entente tacite entre le Hezbollah et les Israéliens pour mettre Beyrouth à l'écart, Beyrouth et sa banlieue notamment à l'écart des frappes. Au Liban Sud, la situation reste la même. On est toujours dans beaucoup de déplacements, des villages détruits, des frappes à répétition. Et en tout, on a l'impression que cette région devient pratiquement inhabitable. Vous évoquez les destructions dans le Liban du Sud. On va regarder une carte, une photographie des destructions qui ont eu lieu, notamment donc à Binjbel, qui est près de la ligne jaune. On est donc dans le sud du Liban, donc région dont nous sommes en train de parler. On voit bien donc le avant, le 4 avril 2026 et le 2 mai 2026, avec donc ces frappes israéliennes qui ont visiblement détruit énormément d'infrastructures dans le sud du Liban. Est-ce que c'est des choses que vous documentez, vous, en tant que journaliste? Oui, sûrement. Enfin, à Lorient, on a lancé une série de papiers sur les villages détruits, ce qu'ils représentaient pour leurs habitants. Mais aussi à un niveau plus micro, aussi les vies fauchées des différentes victimes de cette guerre, et qui s'inscrit un peu dans le cadre d'une tentative de créer une zone tampon vidée de ses habitants à la frontière avec Israël. Vous évoquez les habitants du sud du Liban. Donc, je le rappelle, l'armée israélienne a appelé ce matin à évacuer donc Nabatieh. C'est une grande ville du sud du Liban. Avant le début donc des frappes israéliennes, elle comptait plus de 75 000 habitants. Pour qu'on comprenne bien ce qui se joue aujourd'hui, qu'est-ce que cette évacuation implique pour ces habitants? Expliquez-nous aussi, donc, notamment d'un point de vue psychologique. Ça implique une vague de déplacement encore plus grande. Ça implique l'évacuation d'une des plus grandes villes chiites du pays. Et ça nourrit un peu cette impression que vit cette communauté aujourd'hui au Liban d'être victime d'une guerre existentielle, d'être en fait la cible de cette guerre et donc ce qui alimente aussi un certain renfermement confessionnel et des tensions confessionnelles à l'intérieur du pays même. On parle aussi d'une des plus grandes villes du Liban. On parle d'une ville assez en profondeur, plus d'une quarantaine de kilomètres du point de vue proche de la frontière. Donc, ça aussi, sur le plan psychologique, ça représente une escalade conséquente de la guerre au Liban Sud et peut-être la volonté d'Israël d'occuper et de vider cette grande ville de ses habitants, comme c'est le cas à Beit qui était jusqu'à la plus grande ville à avoir été évacuée et détruite par l'armée israélienne. Et le sud du Liban est particulièrement touché, on le comprend avec donc ces bombardements israéliens, mais la capitale aussi n'est pas épargnée. Israël donc indique aujourd'hui avoir reçu l'aval de Washington pour frapper la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. La menace de voir une partie de Beyrouth rayée de la carte, est-ce qu'elle plane dans les esprits des habitants aujourd'hui? Oui, sans doute, enfin, notamment dans la banlieue sud, qui, lors des premières semaines d'escalade, a été la cible d'une série de bombardements destructeurs et qui s'inscrit dans la doctrine militaire israélienne de faire pression un peu sur la base populaire du Hezbollah pour obtenir des concessions. Pour le moment, on a l'impression que Beyrouth et sa banlieue restent mis à l'écart. On a l'impression que les Israéliens procèdent un peu à une escalade par étapes, qu'ils sont en train de tâter un peu les conséquences d'une éventuelle escalade. Hier, le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense avaient annoncé des frappes imminentes sur la banlieue sud qui n'ont finalement pas eu lieu, notamment parce que le président Trump avait intervenu. Certains disent qu'il est intervenu
à la suite de pression des pays arabes, notamment de l'Égypte et de l'Arabie saoudite et du Qatar. D'autres disent que c'est plutôt le fait que l'Iran est menacé de se retirer des négociations en vue d'un accord pour mettre fin à la guerre régionale qui ont poussé Trump à intervenir. Mais donc, on a l'impression pour le moment que les Israéliens testent un peu le pouls des Américains et essayent de voir à quel point ils peuvent pousser loin dans leur escalade. Vous évoquez donc les négociations, elles viennent officiellement de commencer donc au moment où on se parle, donc les pourparlers entre les autorités israéliennes et les autorités libanaises. Vu de Beyrouth, comment les Libanais perçoivent les négociations entre le pouvoir libanais et donc les autorités israéliennes? Alors, c'est un sujet clivant pour probablement un bon tiers de la population. C'est vécu comme une concession gratuite, une humiliation, des négociations qui n'amèneront nulle part. D'autant que le Liban y va sans véritable carte de pression. Mais pour pas être une bonne moitié du pays, c'est plutôt la seule issue de sauvetage possible. C'est le seul moyen de ralentir la machine de guerre israélienne. Il faut reconnaître que depuis le début du processus de négociation directe, il y a quand même eu une désescalade relative, même si aujourd'hui elle commence à vaciller. Voilà, c'est deux points de vue qui s'affrontent. Certains qui refusent, qui auraient préféré que le Liban soit au menu des négociations irano-américaines. D'autres qui estiment que le Liban, même s'il n'a pas beaucoup de cartes à jouer, a dans son intérêt de mener lui-même ces négociations avec les Israéliens, même si ça implique des contacts directs pour la première fois depuis de nombreuses décennies. Et il y a donc clairement, au moment où on se parle, des tensions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Le président américain aurait qualifié, je cite, de taré le Premier ministre israélien, suite donc à la poursuite des frappes sur le Liban. Le front commun entre ces deux alliés s'effrite. Quel regard vous portez sur cette dernière sortie de Donald Trump ? Au Liban, un peu cette fissure entre Netanyahou et Trump est vécue comme une opportunité. Les Libanais estiment qu'ils pourraient enfin avoir l'oreille du président américain, que grâce notamment aux pressions arabes, ils pourraient obtenir plus de garanties, les Américains pourraient faire plus de pression sur Israël. Tout le monde sait que c'est les Américains qui vont fonctionner à la fin de la partie. En tout cas, c'est ce qui ressort dans l'esprit général ici, c'est que à un moment ou à un autre, les Américains vont dire aux Israéliens il faut arrêter, et ces derniers vont arrêter. Voilà, ici c'est vécu comme une opportunité sur laquelle il faut capitaliser. À un moment ou à un autre, c'est deux personnages qui ont des objectifs différents. Et on a l'impression que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu perçoit la guerre comme la seule carte stratégique qu'il peut encore jouer. Alors que Trump commence à un peu en avoir marre des conflits en cours. Il estime que ses coûts sont beaucoup plus élevés que prévu et qu'il s'embourbe un peu dans un conflit dont il ne voulait pas. Et vous, les résultats auraient dû être plus faciles à son sens. Et vous, en tant que journaliste, est-ce que vous percevez une évolution des Libanais sur leur rapport au Hezbollah ? Il y a une polarisation vraiment perceptible au quotidien. On a une grande partie des Libanais qui estiment désormais qu'ils font porter au Hezbollah la responsabilité du conflit en cours, qui estiment qu'il est effectivement le principal obstacle à la création d'un véritable État au Liban. Mais on a aussi une autre partie des Libanais, notamment au sein de la communauté chiite, qui estiment que c'est le seul rempart face à l'État israélien qu'ils perçoivent comme un État expansionniste, hostile, qui veut annexer le Liban Sud, qui veut contrôler les ressources hydrauliques de cette région-là. Donc, en tout cas, il y a un espace gris qui historiquement existé entre les pro-Hezbollah et les anti-Hezbollah qui, jour après jour, font et qui laisse place à une polarisation d'autant plus dangereuse qu'elle correspond plus ou moins aux clivages confessionnels aussi entre d'un côté les sunnites, les druzes et les chrétiens, et de l'autre les chiites. Salah Hijazi, l'armée israélienne justifie cette intensification des frappes en accusant le Hezbollah d'avoir violé la trêve en vigueur, donc je le rappelle, depuis le 17 avril, plus de 3 mois après le début de la guerre au Moyen-Orient. Que sait-on des capacités de nuisance du Hezbollah aujourd'hui ?
Euh, Longtemps après la guerre de 2006, on avait l'impression que le Hezbollah disposait de capacités militaires assez importantes, qui pouvaient créer une sorte d'équilibre de la terreur avec les Israéliens. La guerre de 2024 a mis fin un peu à ce récit. On a vu que il y avait quand même une véritable asymétrie entre les deux belligérants. Cette asymétrie se poursuit aujourd'hui. Aujourd'hui, le Hezbollah est redevenu ce qu'il était dans les années 90, donc un groupe, plutôt qu'un groupe transnational, une véritable milice de guérilla qui se bat au Liban Sud, qui peut infliger des dommages ponctuels, mais qui ne représente pas vraiment un contrepoids aux Israéliens. Dans la tête du Hezbollah, la stratégie pour obtenir le retrait des Israéliens du Liban Sud, c'est d'infliger des frappes ponctuelles de façon et avec la durée rendre la présence israélienne au Liban Sud coûteuse, un peu comme ce fut le cas entre les années 82 et les années 2000. Donc aujourd'hui, on a vraiment une guerre asymétrique entre une armée sophistiquée, avec une armée régulière sophistiquée, avec des moyens avancés, et une guérilla. Salah Hijazi, merci d'avoir été l'invité d'Autour du monde cet après-midi.